Alors, je vais vous traiter le bilan préopératoire des implants premium. Et donc, non, c'est en avant. Alors, comme vous le savez, donc le voyage vers l'hémétropie passe par différents niveaux, par d'abord une bonne sélection des candidats, par une chirurgie qui doit respecter un certain nombre d'impératifs qui vont être présentés par les orateurs suivants, et aussi par le suivi qui doit se remettre en question sur les erreurs qu'on risque de faire pour essayer de les éviter dans les prochaines étapes. Donc, la cataracte standard du temps, on faisait juste attention à la sphère par nos biométries US, mais aucune attention n'est donnée au cylindre, non plus à la presbytie, ou bien la béropie, ou la pupillométrie. Et donc, le but de la cataracte premium aujourd'hui, c'est de maîtriser ces cinq éléments. Maîtriser la sphère, maîtriser le cylindre, maîtriser la presbytie, maîtriser la bérométrie et enfin maîtriser le centrage. Donc, il ne faut pas manquer déjà les moyens simples, comme sur l'image de début, sans avoir ni la eye trace ni les autres technologies. Donc, je vois déjà que la fixation du malade est décentrée et donc, grâce juste à la RK, je peux savoir que l'angle alpha ou kappa de ce patient est très grande. Sur la deuxième image, donc, vous allez voir que les mires sont de très mauvaise qualité et donc, ça suppose que la surface de ce patient n'est pas bonne. Enfin, sur l'image en bas, donc je vois que la cornée est irrégulière. Regardez les mires. Et donc, ce sont des moyens assez simples qu'on a tous à nos dispositions pour essayer au moins d'éliminer les mauvais candidats. Donc, CD de l'exploration, c'est à mon niveau, c'est deux niveaux. Le premier niveau en haut, c'est la biométrie et quelles sont les astuces de la biométrie, l'étude du film lacrymal, la tomographie, et je ne dis pas la topographie, c'est la tomographie, c'est l'exploration des deux faces de la cornée, et enfin la bérométrie. Donc la biométrie, il ne faut pas la manquer, sinon on va rater la puissance de l'implant et le malade ne va absolument pas bénéficier de ces implants premium. Le film lacrymal risque d'induire des faux astigmatismes ou des faux axes. La tomographie a l'avantage d'éliminer toutes les irrégularités non connues, bien étudier la sémiologie de l'astigmatisme et d'étudier aussi la dynamique pupillaire. Et enfin, la barométrie, étudier la qualité optique compartiment par compartiment, ça veut dire la cornée, le cristallin et la totale de la vision, étudier les angles alpha et kappa pour un bon centrage des implants et enfin mieux évaluer l'astigmatisme. La deuxième partie des explorations, c'est d'essayer d'éliminer une comorbidité associée, notamment les OCT maculaires, du nerf optique et j'en passe. Donc, je vais commencer par la première règle qui est la biométrie. Aujourd'hui, l'unique biométrie valable dans les implants premium, c'est la biométrie par interférométrie. Toutes les biométries US sont à éviter. Donc, ces biométries vont nous mesurer la longueur axiale, la biométrie de segment antérieur avec la kératométrie, le white to white, l'épaisseur du cristallin, la profondeur de chambre antérieure et l'effective lens position et la pachymétrie cornéenne. Mais ces biométries, même par interférométrie, ont les difficultés d'évaluer la vraie kératométrie par l'effet de sécheresse, quel type de kératométrie utiliser, d'estimer l'effective lens position par l'intelligence artificielle. Et enfin, la grande source d'erreur, c'est lorsque le patient ne fixe pas et donc toutes les données recueillies sont erronées. Alors, comme vous le savez, il va falloir adapter la formule à l'œil du patient. Ça veut dire qu'on sait que sur les globes qui sont courts, ils ont des particularités que n'ont pas les globes qui sont longs. Et donc, j'encourage les gens à utiliser les approches multiformules. Et je considère que le calculateur de l'ECRS va vous donner une comparaison en utilisant 6 ou 7 formules de calcul, la Barrette, Coccyx, Evo et j'en passe. Et ça vous donne des résultats comme ça, comme ici ce patient. Donc, ça me donne 19,5 sur Barrette, Evo et sur le Kane Formula et 0,5 de moins sur le OFLQ. Et donc, je peux faire la même chose par le cylindre. Et donc, je peux, en comparant avec les différentes formules, choisir la bonne puissance de la sphère et la bonne puissance du cylindre.
Donc là, je vous présente un cas clinique d'un patient qui avait un astigmatisme. Donc, on avait à corriger 2,75. On avait tout fait à l'époque. C'était un malade de 2016-2017, au tout début des implants premium au Maroc. Donc, la chirurgie a été bien faite, le calcul a été bien fait. Et donc, le patient avait un 9 dixième, mais avec une sphère résiduelle de 2,5 pour vous dire qu'aucune formule ne compensera une erreur de mesure. La deuxième chose, c'est de maîtriser votre astigmatisme. Et là, comme vous le savez, chaque astigmatisme impacte négativement sur la valeur de l'acuité visuelle, comme l'indique sur ce tableau. Alors, l'astigmatisme va dépendre de trois éléments. Donc, essentiellement la face antérieure de la cornée, secondairement la face postérieure, et donc quel type d'astigmatisme à corriger, et surtout considérer l'astigmatisme total de la cornée. La deuxième des choses, il faut savoir que lorsqu'on a un astigmatisme direct, il faut toujours retrancher de 0,5. Pourquoi? Parce qu'il y a une surestimation de cet astigmatisme. Comme vous le savez, la majorité de la face postérieure de la cornée a aussi un astigmatisme direct, mais de valeur négative. Donc, quand vous avez cet astigmatisme, pensez à retrancher de 0,5 et faites l'inverse lorsque vous avez un astigmatisme inverse. Il faut rajouter 0,25 dioptrie. Par contre, lorsque vous travaillez avec la formule de Barrett, elle utilise le net astigmatisme et donc vous n'avez pas à corriger ça. Troisième des choses, c'est de considérer l'astigmatisme induit. Et chaque astigmatisme induit est propre à chaque chirurgien. Moi, je fais toujours l'exercice de voir mes patients en pré- et en post-opératoire pour voir ma main induit combien d'astigmatisme. En règle générale, on sait que l'incision supérieure induit entre 0,25 plus ou moins 0,42 d'astigmatisme et que l'incision temporale réduit moins cet astigmatisme. Le quatrième élément, c'est qu'il faut penser à corriger l'astigmatisme chaque fois qu'il dépasse 1,5 sur un monofocal, mais sur un multifocal, il faut penser à le corriger dès 0,75. Et enfin, il faut savoir respecter un astigmatisme myopique conforme à la règle de 0,5 qui va améliorer la profondeur de champ. Mais attention, le traitement de l'astigmatisme, ce n'est pas un traitement d'un chiffre, mais c'est le traitement d'un cylindre, qui veut dire une amplitude, mais avec un axe bien défini. Il faut avoir la concordance entre les différents éléments et je considère là que pour traitement de tout astigmatisme, il faut demander une tomographie cornéenne pour bien approcher cette sémiologie de l'astigmatisme. Les meilleures indications, comme l'a dit Dr Brali tout à l'heure, c'est les astigmatismes inverses qui sont mal tolérés et les astigmatismes congénitaux. Mais attention, pour les astigmatismes directs d'amplitude modérée, il faut les respecter parce qu'on sait qu'ils vont changer avec l'âge, et surtout avec le relâchement de la paupière. Mais par contre, il y a des erreurs à éviter, comme sur cet astigmatisme irrégulier avec une cambrure plus vers le haut, où le chiffre donné risque d'être erroné, ou cet astigmatisme qui est probablement dû à une mauvaise surface, comme sur ce patient qui a 3,44 d'astigmatisme avec une très mauvaise surface, et juste avec un traitement, regardez, il descend à 0,80. Donc, rappelez-vous qu'on ne traite pas un chiffre, mais un cylindre. La surface oculaire joue un rôle très important et donc durant la biométrie, sur ces deux biométries, regardez une 23, mais regardez qu'il y a un syndrome C classé dans la zone C et juste en instillant une goutte de sérum et d'attendre 5 minutes, regardez, la surface s'est améliorée et l'astigmatisme a diminué. Lorsqu'on a un problème de surface, il faut savoir le traiter correctement et de considérer les mesures après une surface régulière, comme sur cette image. La pupillométrie joue un rôle très important et donc la pupille est à considérer sur deux éléments, sur sa taille et sur son centrage. On sait que les pupilles larges qui dépassent les 4 mm risquent d'induire des halos chez les patients. Et aussi, on sait qu'il faut adapter la taille de la pupille aux tailles du rexis. Comme ici, vous regardez que lorsque la lumière va buter sur la bordure du rexis, ça va entraîner des photopsies et des éléments très gênants dans la vision de ce patient. Donc, globalement, les pièges à éviter, c'est le syndrome sec masqué, les irrégularités cornéennes masquées, les problèmes de pupillométrie et qu'on va appeler corps de mue, que je vais expliquer par la suite, un fuchs inconnu, une instabilité cristallinienne non identifiée et enfin un problème de comorbidité associée non identifiée. Alors,
quelle valeur ajoutée par Lightrace? Alors, comme vous le savez, Lightrace est un aberomètre topographe qui va envoyer à peu près 256 francs d'onde sur le système visuel. Il va essayer de collecter un certain nombre d'informations. Alors, il va étudier la qualité optique compartiment par compartiment et va nous aider dans la bonne sélection de ces patients. Il va juger l'astigmatisme, mais pas par un seul moyen comme les topographes, par le SIMK, mais par deux autres méthodes, par wavefront kératométrie et refractive power kératométrie, qui sont deux éléments très importants et innovants qui existent à peu près juste sur Lightrace et donc qui vous donnent une réalité de l'astigmatisme mesuré par wavefront. Il va bien juger l'axe de l'astigmatisme en fonction de la pupillométrie du malade. Il va mesurer l'angle alpha et l'angle kappa qu'on qualifie aujourd'hui de corde mue. On ne parle plus d'angle, mais de corde mue en millimètres et de bien juger tous les résultats post-opératoires sur notre choix de l'amplitude, de l'axe, s'il y a un décentrement ou s'il y a un tilt de l'implant. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne parle plus d'angle alpha ou de kappa, on parle de corde mue qui a été introduit par Cheng dès 2014. Alors, juste pour rappeler, l'angle kappa est l'angle fait entre l'axe visuel et l'axe pupillaire. Et l'angle alpha, c'est l'angle fait par l'axe visuel et l'axe optique de la cornée. Les valeurs normales sont de 0,3 0,2, 0,3. Attention, toute valeur qui dépasse 0,6 est une véritable contre-indication pour un implant diffractif. Pourquoi? Parce que ça va entraîner beaucoup de halo et de gêne visuelle. Je vais vous montrer sur ce patient. Regardez sa fixation, comment elle est complètement décentrée. Et bien sûr, le risque d'avoir un corps myo pathologique augmente avec la taille de la pupille. Regardez ici, sur une pupille de moins de 4 mm, le risque d'avoir un corps myo qui dépasse les 0,6, il est de 4,3 et ce chiffre presque double lorsque la pupille dépasse 6 mm. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que, comme vous le savez, sur un implant diffractif, regardez là, lorsque l'angle alpha et kappa sont dans les normes, eh ben, l'implant est parfaitement centré sur la pupille. Et là, regardez l'angle alpha qui est de 0,5, donc ça dépasse ce qui est autorisé. Il y a une petite déviation qui risque d'entraîner donc des halos et une dégradation de la qualité visuelle. Donc, il faut penser à des angles ou des cordes myo alpha ou kappa pathologiques chez les femmes hypermétropiques lorsqu'il y a une diminution de la profondeur de chambre antérieure et de la longueur axiale et sur les fortes kératométries. Alors, comme l'a dit tout à l'heure Myriam, donc sur un implant diffractif, la zone centrale est, est dédiée pour est dédiée pour la vision de près. La zone intermédiaire dans la zone suivante est la vision de loin donc dans la périphérie de l'implant. Et à chaque fois qu'on a un implant décentré, donc ça va entraîner une baisse de l'acuité visuelle, des halos et des phénomènes d'éblouissement. Alors, on va prendre un cas clinique d'une patiente qui a souhaité avoir un implant premium. Et lorsqu'on l'a soumis à Lightrace, alors déjà, on voit un certain nombre d'éléments. La première des choses, c'est que la dégradation de sa vision n'est pas due au cristallin, qui a un score qui est assez respectable, mais elle est due à sa cornée qui est très, très mauvaise. Et là, on voit sur sa topographie qu'il y a une grande irrégularité de la cornée. Deuxième des choses, regardez le taux d'aberration sphérique sur les 6 mm qui avoisine les 0,3, les 0,349. Et on sait que lorsque ces aberrations sphériques sont augmentées, donc ça risque d'entraîner un effet très gênant sur la qualité visuelle en post-opératoire. Donc là, on comprend que la gêne visuelle n'est pas due à sa cataracte, mais beaucoup plus à sa cornée. Et c'était une aide assez respectée, assez importante de Lightrace. La deuxième des choses, remarquez qu'il avait un astigmatisme. Et cet astigmatisme n'était pas un astigmatisme régulier, chose qu'il va falloir éviter dans la correction des implants toriques. Regardez sur l'aspect, sur le wavefront, sur le mapping du wavefront, on a sur le même axe cambré, on a des zones en avance et de retard de phase. Et je vous rappelle que c'est le genre d'astigmatisme irrégulier qu'il va falloir pas corriger durant nos premium IOL.
l'aspect typique d'une carte par wavefront, c'est un axe cambré bien identifié par rapport à l'axe plat. Alors, là, je vous présente un cas avant que j'avais Light Trace. Alors, c'était une cataracte avec un astigmatisme important de 3,68 qu'on avait corrigé par un implant IQ de Alcon. Donc, l'implant a été demandé de le mettre sur 6 dioptries. Donc, il a été fait sur 5 dioptries et on a corrigé 3 dioptries et demi. Et regardez à ma surprise, il avait un 10 dixième, mais avec 0,25, une 75 d'astigmatisme à 180. Et on s'est posé la question, elle était où l'erreur? Et là, on l'a fait passer à l'évaluation par le Light Trace. Et là, on comprend facilement que l'axe a été très bien positionné. Et même en tournant l'axe, ça n'allait absolument rien changer. Mais l'erreur a été faite au niveau de la puissance de l'astigmatisme. Le vrai astigmatisme de cette patiente était juste de 1,64. Eh bien, nous, on a corrigé les 3,37 dioptries. Et donc, c'est les cas d'astigmatisme qui sont faussement induits par un problème de surface. Et là, c'est tout l'intérêt de Light Trace qui va vous donner une autre évaluation de la kératométrie calculée par Wavefront et qui surpasse les problèmes de sécheresse. Donc là, on était sur une fausse amplitude et non pas sur un faux axe. Deuxième patiente, 42 ans, une cataracte. Donc, on avait indiqué un VVT torique. Alors, sur le calculateur de Alcon, on nous a conseillé de mettre l'implant sur 64, mais Light Trace proposait 84, donc 20 degrés de différence. Et comme vous le savez, 20 degrés, ça risque de presque annuler l'effet de la correction. Et là, on avait choisi ce qu'avait dit le Light Trace et regardez le résultat en post-opératoire, on était à 0,25, 0,37 et donc l'astigmatisme a été bien corrigé. Et son acuité était de 9 dixièmes P4 sans correction. Alors, est-ce que cet angle kappa et alpha ont de l'importance lorsqu'on a à corriger un implant torique? Eh bien, la réponse, c'est oui et non. Comme vous le savez, si on prend ici un astigmatisme inverse, la correction de cet astigmatisme inverse va se faire sur l'axe opposé à ce niveau-là. Donc, si on a un angle alpha important, donc on risque d'être décentré et d'induire des halos. Et donc, il faut considérer l'importance de l'angle alpha quand on a un astigmatisme inverse. Par contre, lorsqu'on a un astigmatisme direct, eh ben, la correction va se faire sur l'axe horizontal. Et donc, même si on a un angle alpha important, ça n'entraîne aucun problème. Donc, on ne va pas la considérer quand il s'agit d'un astigmatisme direct. Light Trace va vous donner aussi la possibilité de bien positionner votre implant, non pas par le marquage, mais par l'identification des vaisseaux conjonctivaux. Et on va tracer, et là, il me dit que l'implant va être mis à 18 degrés par rapport à cet axe. Et donc, c'est même pas l'appel que je trace. Je vais chercher le vaisseau, je vais faire ma marque et le tour est joué. Enfin, il va analyser tous les résultats post-opératoires et là, on va tomber sur différentes situations, comme sur cette patiente où le taux, l'amplitude de l'astigmatisme choisi était bonne, l'axe choisi était bon et le résultat post-opératoire était bon. Le deuxième cas, on va voir que l'axe, il était bien mis, mais l'amplitude a été complètement ratée, raison pour laquelle la réfraction post-opératoire était pas bonne. Ou comme je le dis, la vie risque de vous donner une deuxième chance. Là, l'amplitude a été très bien choisie, mais l'axe a été raté de 22 degrés. On avait une réfraction de 0,62 et 2,75 d'astigmatisme. Et Light Race nous donne la solution. Si on tourne de 22 degrés, eh ben, cette réfraction va changer à 0, moins 0,45, moins 0,60 à 180 et le problème est réglé par une petite reprise chirurgicale. Enfin, Light Trace va vous donner une idée sur les tilts de l'implant et le décentrement de l'implant. Et attention, lorsqu'on finit notre intervention, et certainement, soit Dr. Chabi ou Dr. Rice certainement vont parler de ça, c'est que lorsqu'on vide là, on fait les draws sutures, l'implant risque de basculer un petit peu et on ne fait pas attention. Et là, sur Light Trace, vous avez l'image typique de zone chaude
de zone froide et un axe qui est dans le vert. Et c'est l'image pathognomonique d'un tilt antéro-postérieur de l'implant. Pour finir, quel bilan pour un premium AOL? Moi, je vais dire c'est un bilan minimaliste aidé par l'examen clinique. Donc, c'est surtout la biométrie optique aidée par la topotomographie si on a une toricité associée. Et on a un bilan maximaliste. On va considérer tous les éléments qu'on a vus, topo, tomographie, tear check, A-trace, OCT spéculaire et toute la batterie que vous connaissez. Mais moi, je suis plutôt vers une imagerie raisonnée, guidée et orientée par les données de l'examen clinique. Et il faut avouer que l'A-trace propose aujourd'hui une aide très précieuse et incontournable pour une meilleure prise en charge des premiums IOL. Et je vous remercie.